Dévorer l'homme. L'homme ne vit que d'oublier sans cesse qu'en fin de compte, il est un homme. Quoi vit l'homme? De sans cesse torturer, dépouiller, déchirer, égorger, dévorer l'homme. L'homme ne vit que d'oublier sans cesse qu'en fin de compte, il est un homme. Nous aussi, nous sommes des brûleurs de livres. Nous lisons les livres et les brûlons de peur qu'on les découvre. Le mieux est de tout garder dans nos petites têtes, où personne ne peut voir ni soupçonner ce qui s'y trouve. Nous sommes tous des morceaux d'histoire, de littérature et de droit international. Notre seul désir est de préserver le savoir. Pour l'instant, nous ne cherchons pas à provoquer, ni à exhorter la colère. Il nous arrive d'être arrêtés et fouillés, mais nous n'avons rien sur nous qui puisse nous incriminer. Notre organisation est souple, très vague et fragmentaire. Nous constituons la petite minorité qui crie dans le désert. Quand la guerre sera finie, peut-être serons-nous de quelque utilité en ce monde. Dans le cas contraire, il ne nous restera plus qu'à attendre. Nous transmettrons les livres à nos enfants, oralement, et les laisserons rendre ce service aux autres à leur tour. Beaucoup de choses seront perdues naturellement. Mais on ne peut pas forcer les gens à écouter. Combien êtes-vous en tout? Des milliers. Sur les routes, les voies ferrées désaffectées. Clochards au dehors, bibliothèques au dedans. Rien n'a été prémédité. Chacun avait un livre dont il voulait se souvenir. Et il y a réussi. Et un jour, le moment viendra où l'on pourra réécrire les livres. Les gens seront convoqués un par un pour réciter ce qu'ils savent. Et on composera tout ça pour le faire imprimer, jusqu'à ce que survienne un nouvel âge des ténèbres qui nous obligera peut-être à tout reprendre à zéro. Pourquoi me faites-vous confiance? Ne jugez pas un livre d'après sa couverture. Tu m'entends, Jo? Oui. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce que tout le monde est prêt? Ok. Ça tourne dans 3, 2, 1. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Première partie. Le foyer et la salamandre. Quel plaisir extraordinaire c'était de voir les choses se faire dévorer
de les voir noircir et se transformer. Les poings serrés sur l'embout de cuivre, armé de ce python géant qui crachait son venin de pétrole sur le monde, Montag sentait le sang battre à ses tempes. Et ses mains devenaient celles d'un prodigieux chef d'orchestre, dirigeant toutes les symphonies en feu majeur pour abattre les guenilles et les ruines carbonisées de l'histoire. Son casque symbolique numéroté 451 sur sa tête massive, une flamme orange dans les yeux à la pensée de ce qui allait se produire, il actionna l'igniteur d'une chiquenaude et la maison décolla dans un feu vorace qui embrasa le ciel du soir de rouge, de jaune et de noir. Comme à la parade, il avança dans une nuée de lucioles, tandis que les livres, comme autant de pigeons battant des ailes, mouraient sur le seuil et la pelouse de la maison, tandis que les livres s'envolaient en un tourbillon d'étincelles, avant d'être emportés par un vent noir de suie. Montag arbora le sourire féroce des hommes roussis et repoussés par les flammes. Il savait qu'à son retour à la caserne, il lancerait un clin d'œil à son reflet dans la glace. Plus tard, au bord du sommeil, dans le noir, il sentirait ce sourire farouche, toujours prisonnier des muscles de son visage. Jamais il ne le quittait, ce sourire. Jamais, au grand jamais, autant qu'il s'en souvint. Montag sortit de la caserne et enfila la rue aux couleurs de minuit, en direction du métro. La rame fila, sans bruit, le long de son conduit souterrain lubrifié et le déposa dans une bouffée d'air chaud sur les carreaux crémeux de l'escalier mécanique qui débouchait sur la banlieue. Il se dirigea vers l'angle de la rue sans penser à rien de particulier, avant d'atteindre le point portant ce soir-là. Il ralentit, jusqu'à pratiquement s'arrêter. Son mental, se projetant pour lui par-delà l'angle, avait perçu un souffle à peine audible, un bruit de respiration, ou l'air était-il comprimé par la seule présence de quelqu'un qui se tenait là, dans le plus profond silence, aux aguets. Il tourna l'angle de la rue. Les feuilles d'automne voletaient au ras du trottoir, baignées de lune, donnant l'impression que la jeune fille qui s'y déplaçait, comme fixée sur un tapis roulant, se laissait emporter par le mouvement du vent et des feuilles. Elle avait un visage menu, d'un blanc laiteux, et il s'en dégageait une espèce d'avidité sereine, d'inlassable curiosité pour tout ce qui l'entourait. Son expression suggérait une vague surprise. Ses yeux sombres se fixaient sur le monde avec une telle intensité que nul mouvement ne leur échappait. Sa robe blanche froufroutait. Il crut presque entendre le balancement de ses mains tandis qu'elle avançait, puis ce son infime, l'éclair blanc de son visage qui se tournait au moment où elle découvrit, planté au milieu du trottoir tout près, un homme qui attendait. Immobile, elle fixait sur Montag des yeux si noirs, si brillants, si pleins de vie, qu'il eut l'impression d'avoir dit quelque chose d'extraordinaire. Mais il savait que ses lèvres n'avaient bougé que pour lancer un vague « Salut !» Et lorsqu'il la vit, comme hypnotisé par la salamandre sur son bras et le cercle sur sa poitrine, il reprit la parole. « Mais bien sûr, vous êtes nouvelle dans le voisinage, n'est-ce pas ? » Et vous devez être... Elle détacha ses yeux des insignes professionnels.
Le pompier. Vous avez dit ça d'une drôle de voix. Je l'aurais deviné les yeux fermés, dit-elle posément. Ah! L'odeur du pétrole. Ma femme s'en plaint tout le temps. Impossible de la faire disparaître complètement. Effectivement. Il avait l'impression qu'elle tournait autour de lui, l'examinant sous toutes les coutures, le secouait calmement, vidait ses poches, sans qu'elle eût à effectuer le moindre mouvement. Le pétrole? Dit-il, pour rompre le silence qui se prolongeait. Ça n'est rien qu'un parfum pour moi. Vraiment? Absolument. Elle regarda sur le trottoir, dans la direction de leur maison. Ça ne vous dérange pas si je rentre avec vous? Je m'appelle Clarisse McClellan. Clarisse. Guy Montag. Allons-y. Qu'est-ce que vous fabriquez dehors à une heure aussi tardive? Quel âge avez-vous? Eh bien, dit-elle, j'ai 17 ans et je suis folle. Mon oncle affirme que les deux vont toujours ensemble. Lorsqu'on te demande ton âge, m'a-t-il dit, réponds toujours que tu as 17 ans et que tu es folle. N'est-ce pas agréable de se promener à cette heure de la nuit? J'aime sentir les choses, regarder les choses. Et il m'arrive de rester toute la nuit debout à marcher et de regarder le soleil se lever. Ils firent quelques pas en silence, et elle déclara enfin, pensive. Vous savez, je n'ai pas du tout peur de vous. Pourquoi auriez-vous peur? Tant de gens ont peur. Peur des pompiers, je veux dire. Vous permettez que je vous pose une question? Depuis combien de temps êtes-vous pompier? Depuis l'âge de 20 ans. Ça fait 10 ans. Et vous arrive-t-il de lire les livres que vous brûlez? C'est contre la loi. Oui, c'est vrai. C'est un chouette boulot. Le lundi, brûle Miley. Le mercredi, Whitman. Le vendredi, Faulkner. Réduis-les en cendres et puis brûle les cendres. Monday, Wednesday, Whitman. Friday, Faulkner. Let them do a shit and then Dundee a shit. C'est notre slogan officiel. Et est-ce que c'est vrai qu'autrefois les pompiers éteignaient le feu au lieu de l'allumer? Non, les maisons ont toujours été inifugées. Croyez-moi. Bizarre. J'ai entendu dire qu'autrefois, il était fréquent que les maisons prennent feu par accident et qu'on avait besoin des pompiers pour éteindre les incendies. Pourquoi riez-vous? Je ne sais pas. Vous riez quand je n'ai rien dit de drôle et vous répondez tout de suite. Vous ne prenez jamais le temps de réfléchir aux questions qu'on vous pose? Vous alors? Vous êtes un sacré numéro. Vous ne savez donc pas ce que c'est que le respect? Et ça ne vous dit rien? Vous avez déjà regardé les jet-cars foncer sur les boulevards par là-bas? Vous changez de sujet. Il m'arrive de penser que leurs conducteurs ne savent pas ce que c'est que l'herbe ou les fleurs parce qu'ils ne laissent jamais leurs yeux s'attarder dessus. C'est drôle, non? Et triste aussi, vous ne trouvez pas? Vous pensez trop? Je regarde rarement les murs écrans, alors j'ai beaucoup de temps à consacrer aux idées biscornues, je crois. Vous avez vu les panneaux d'affichage de 60 mètres de long en dehors de la ville? Saviez-vous qu'avant, ils ne faisaient que 6 mètres de long? Mais avec la vitesse croissante des véhicules, il a fallu étirer la publicité pour qu'elle puisse garder son effet. J'ignorais ça. Je parie que je sais autre chose que vous ignorez. Il y a de la rosée sur l'herbe le matin. Même le goût de la neige est agréable. Et si on regarde bien, on distingue le visage d'un bonhomme dans la lune. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas regardé de ce côté-là. Le reste du trajet se passa en silence. Silence pensif pour elle. Silence gêné et crispé pour lui, du fond duquel il lui lançait des regards accusateurs. Ils atteignirent la maison de Clarisse. Toutes les fenêtres étaient illuminées. Qu'est-ce qui se passe? Montag n'avait jamais vu une telle débauche d'éclairage dans une maison. Oh, simplement mon père, ma mère et mon oncle qui sont là en train de discuter. Discuter! C'est comme de se promener à pied, sauf que c'est plus rare.
Mon oncle a été arrêté une fois, je ne vous ai pas raconté. Parce qu'il se promenait à pied. Nous sommes des gens très bizarres. Mais de quoi parlez-vous donc? Clarisse répondit par un éclat de rire. Bonsoir. Elle s'engaga dans l'allée, puis elle parut se souvenir de quelque chose, revint sur ses pas et posa sur Montag un regard plein d'étonnement et de curiosité. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que je suis quoi? Mais elle était déjà repartie, courant dans le clair de lune. Sa porte d'entrée se referma doucement. Heureux? Elle est bien bonne celle-là! Et il cessa de rire. Étrange rencontre, par une nuit étrange. Montag ne se souvenait de rien de semblable, à l'exception d'un après-midi. Il y avait de cela 1 an, où il avait rencontré dans le parc un vieil homme avec qui il avait parlé. Il s'était assis dans la douce lumière verte, sans dire un mot pendant un moment. Puis Montag avait parlé du temps qu'il faisait, et le vieil homme lui avait répondu d'une voix blanche. Une curieuse et paisible rencontre. Le vieil homme avait avoué être un professeur d'anglais retraité, qui s'était fait jeter à la rue 40 ans plus tôt, à la fermeture, par manque d'élèves et de crédit, de la dernière école d'art. Il s'appelait Faber, et une fois sa crainte de Montag envolée, il s'était mis à parler d'une voix cadencée, en regardant le ciel, les arbres, la verdure. Au bout d'1 heure, il récitait à Montag quelque chose que celui-ci avait perçu comme un poème en prose. Puis le vieil homme s'était peu à peu enhardi et il avait récité autre chose qui était encore un poème. Faber parlait d'une voix douce, une main posée sur la poche gauche de son manteau. Et Montag savait qu'il lui aurait suffi d'un geste pour retirer de sa poche un recueil de poèmes. Mais s'il n'avait pas bougé, ses mains étaient restées sur ses genoux, engourdies, inutiles. Je ne parle pas des choses, avait dit Faber. Je parle du sens des choses. Là, je sais que je suis vivant. Il ne s'était rien passé de plus, à vrai dire. 1 heure de monologue, un poème, un commentaire, puis, sans même s'apercevoir que Montag était pompier, Faber, les doigts un peu tremblants, avait noté son adresse sur un bout de papier. « Pour vos archives, avait-il dit, au cas où vous décideriez d'être en colère contre moi. »« Je ne suis pas en colère, » avait répondu Montag, pris au dépourvu. Montag sentit son sourire s'estomper, fondre, se racornir comme du vieux cuir, comme la cire d'une bougie monumentale qui a brûlé trop longtemps et en vient à s'effondrer, étouffant sa flamme. Nuit d'encre. Il n'était pas heureux. Il sentit son corps se scinder en deux, devenir chaleur et froidure, tendresse et dureté, tremblement et impassibilité, chaque moitié grinçant contre l'autre. Il n'était pas heureux! Il se répétait ces mots. Il résumait parfaitement la situation. Il portait son bonheur comme un masque. La jeune fille avait filé sur la pelouse en l'emportant, et il n'était pas question qu'il aille frapper à sa porte pour le lui réclamer. Montag introduisit sa main dans le gant identificateur de la porte d'entrée et lui laissa reconnaître son contact. La porte coulissa. Il entra dans la chambre à coucher. Sans allumer, il imagina l'aspect de la pièce. Sa femme, étendue sur le lit, découverte et glacée, comme un gisant, les yeux fixés au plafond par d'invisibles fils d'acier inébranlables, et dans les oreilles, les petits coquillages, les radios D bien enfoncés, et un océan électronique de bruit et de musique, et de paroles, et de musique et de paroles, battant sans cesse le rivage de son esprit toujours éveillé. Avec le sentiment d'un homme qui va mourir d'asphyxie dans l'heure à venir, il se dirigea à tâtons vers son lit jumeau, ouvert et donc froid. Un instant avant de heurter du pied l'objet qui traînait par terre, il sut que cela allait se produire.
Un pressentiment guère différent de celui qu'il avait éprouvé au moment de tourner l'angle de la rue et de manquer renverser la jeune fille. Son pied émettait des vibrations qui se réfléchirent sur le minuscule obstacle au moment même où il l'avançait. Il heurta l'objet du pied, celui-ci rendit un son mat et alla se rendre dans le noir. Mildred! Le petit flacon de somnifère, qui plus tôt dans la journée contenait encore 30 comprimés, gisait maintenant débouché et vide. Comme il restait là, sans bouger, le ciel hurla au-dessus de la maison. Un bruit épouvantable. Les bombardiers à réaction qui n'en finissaient pas de passer. La maison trembla. Il sentit sa main qui plongeait vers le téléphone. Service des urgences! Ils avaient cet appareil. Ils en avaient même deux. Il se glissait dans son estomac comme un cobra noir au fond d'un puits, vibrant d'écho à la recherche de tout ce qui stagnait d'ancien. L'eau et le temps. Il aspirait la substance verte qui affluait au sommet en un lent bouillonnement. Faut qu'on lui fasse un double nettoyage. Inutile de vider l'estomac si on ne nettoie pas le sang. Si on le laisse tel quel, le sang monte au cerveau comme un marteau pilon. Paf! À la longue, le cerveau flanche et salue la compagnie. Assez! C'était juste pour vous expliquer. Vous avez fini? On a fini, ça fera $50. Pourquoi ne pas me dire d'abord si elle va s'en remettre? Aucun problème, toutes les saloperies sont là, dans notre valise. Comme je vous disais, on remplace le vieux par le neuf et le tout est joué. Vous n'êtes médecin ni l'un ni l'autre. Pourquoi le service des urgences n'a pas envoyé un docteur? Oh là, des cas comme ça, on en a 9 ou 10 par nuit. Pas besoin de médecin, suffit de 2 mecs dégourdis, vous liquident le problème en une demi-heure. Bon, faut qu'on y aille. Un autre appel vient de me tomber dans l'oreille. À 2 pâtés de maison d'ici, encore quelqu'un qui vient de faire sauter le bouchon d'un tube de comprimé. Appelez, si vous avez encore besoin de nous. Qu'elle reste tranquille, on lui a administré un contre-sédatif. Elle aura faim en se réveillant. Salut. Montag s'écroula dans un fauteuil et regarda la femme. Mildred, nous sommes trop nombreux. Nous sommes des milliards. Personne ne connaît personne. Des inconnus viennent vous prendre votre sang. Des inconnus viennent vous arracher le cœur. Des inconnus viennent vous violer. Grand Dieu, qui étaient donc ces hommes? C'est la première fois de ma vie que je les vois. Je ne sais plus rien. Je ne sais plus rien. Et il laissa fondre sur sa langue un losange dispensateur de sommeil. À 9h du matin, le lit de Mildred était vide. Montag s'empressa de se lever. Le cœur battant, se précipita dans le couloir et s'arrêta à la porte de la cuisine. Un toast jaillit du grille-pain argenté. Une main araignée métallique le saisit au vol et l'inonda de beurre fondu. Mildred contempla le toast transféré dans son assiette. Les abeilles électroniques, chargées de lui faire passer le temps, bourdonnaient déjà dans ses oreilles. Elle leva soudain les yeux, vit son mari et lui adressa un petit signe de tête. « Ça va ?» demanda-t-il. 10 ans de pratique des radiodés avaient fait d'elle une virtuose de la lecture sur les lèvres. Nouveau hochement de tête. Elle relança le grille-pain pour lui faire cracher un autre toast. Montag s'assit. « Je ne comprends pas pourquoi j'ai une faim pareille, déclara sa femme. Tu- J'ai une de ces fringales. Cette nuit- J'ai mal dormi, je me sens au 36e dessous et Dieu que j'ai faim, j'en reviens pas. Cette nuit- Eh bien quoi cette nuit? Tu ne te souviens pas? De quoi? On a fait une fête à tout casser ou quoi? J'ai vaguement la gueule de bois et qu'est-ce que j'ai faim? Qui était là? Un peu de monde. C'est bien ce que je pensais. Je me sens un peu barbouillée, j'ai une faim de tous les diables. J'espère que je n'ai pas fait de bêtises au cours de la soirée. Tu n'as pas l'air tellement en forme non plus. Montag resta un long moment à regarder les vents du climatiseur et se rappela soudain que quelque chose était caché derrière cette grille, quelque chose qui en cet instant semblait l'observer.
Il s'empressa de détourner les yeux. Sa femme prit le temps de lever les yeux du scénario dans lequel elle était plongée. Eh bien, on dirait que notre homme réfléchit. Oui, je voulais te parler. Tu as avalé tous les comprimés de ton flacon hier soir. Moi? En voilà une idée. Le flacon était vide. Jamais je ne ferai une chose pareille. Pourquoi ferais-je une chose pareille? Peut-être que tu as pris 2 comprimés, oubliés, et que tu en as pris 2 autres, encore oubliés, et ainsi de suite, jusqu'à être tellement dans les vapes que tu en as pris 30 ou 40. Mais pour en venir à quoi, sapristi? Pourquoi me laisserais-je aller à pareille idiotie? Je ne sais pas. Jamais je n'ai fait ça, c'est impossible. Comme tu voudras. C'est comme ça, et pas autrement. Qu'est-ce qu'on donne cet après-midi? Eh bien, c'est une série qui va passer sur les murs écrans dans quelques minutes. On m'a expédié mon rôle ce matin. J'ai envoyé des coupons de participation. Ils écrivent le scénario avec un rôle manquant. C'est une idée nouvelle. Ça se passe dans une clinique. Il y a un couple, un docteur. La femme du couple, c'est moi. Je joue le rôle manquant. Quand on en arrive aux répliques sautées, ils me regardent tous des 3 murs, je lis mon texte, et ici, par exemple, l'homme dit... Mildred, mon amour. Oui, John. Docteur, Oui, John. on peut rentrer à la maison maintenant. Vous signez ici et vous pouvez partir. Docteur Philippe, merci pour tout. Il n'y a pas de quoi. Je n'ai pas fait grand-chose, vous savez. Tout le mérite vous revient. Vous nous avez aidés à mettre au monde notre fille. Docteur, je vous en serai toujours reconnaissante. Bonne chance à tous les deux. Eh bien, John, on ne peut plus reculer maintenant. Non, on ne peut plus reculer. J'aimerais emmener toute l'équipe soignante avec nous, elle est formidable. Tu sais, embaucher toute une équipe soignante, ça n'est pas très réaliste. Quoi qu'il arrive entre nous, John, on est parents maintenant. Maman et papa. On se soutiendra mutuellement jusqu'à la fin de nos jours. Un geek, c'est amusant. Moi, je trouve ça marrant. De quoi ça parle? Je viens de te le dire. Ça se passe dans une clinique, il y a plein de personnages, c'est vraiment amusant. Ça le sera encore plus quand on pourra s'offrir l'installation du 4e mur. Dans combien de temps crois-tu qu'on aura assez d'argent de côté pour faire remplacer la 4e cloison par un mur écran? Ça ne représente que $2000. C'est-à-dire le tiers de mon salaire annuel. Rien que $2000. Tu pourrais penser à moi de temps en temps. Si on avait un 4e mur, ce serait comme si cette pièce n'était plus la nôtre, mais celle de toutes sortes de gens extraordinaires. On pourrait se passer d'un certain nombre de choses. On se passe déjà d'un certain nombre de choses pour payer le 3e mur. Son installation ne remonte qu'à 2 mois, si tu te souviens. Pas plus que ça. Eh bien, au revoir, mon chéri. Au revoir. Est-ce que ça finit bien? J'en suis pas encore arrivé là. Il revint sur ses pas, lut la dernière page, hocha la tête, referma le document et le lui rendit. Puis, il sortit sous la pluie. Et très lentement, tout en marchant, il renversa la tête en arrière. Et même si ce ne fut que quelques instants, il ouvrit la bouche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Et chaque fois qu'il sortait de chez lui, Clarisse apparaissait quelque part dans le monde. Une fois, il la vit secouer un noisetier. Une autre fois, assise sur la pelouse, en train de tricoter un pull bleu. À 3 ou 4 reprises, il trouva un bouquet de fleurs tardives sur son perron, ou une poignée de marrons dans un sachet, ou encore des feuilles d'automne épinglées sur un papier blanc punaisé à sa porte. Chaque jour, Clarisse l'accompagnait jusqu'au coin de la rue. Comment se fait-il que j'ai l'impression de vous connaître depuis des années? C'est parce que je vous aime bien et que je ne vous réclame rien et parce que nous nous reconnaissons. Avec vous, je me sens très vieux. Tout à fait comme un père. Alors dites-moi, pourquoi n'avez-vous pas une fille comme moi si vous aimez tant les enfants? Je ne sais pas. Vous voulez rire? C'est-à-dire
c'est ma femme, elle a toujours refusé d'avoir des enfants. Excusez-moi. Je croyais sincèrement que vous vous moquiez de moi, je suis une idiote. Non. Non, c'était une bonne question. Ça fait bien longtemps que personne ne s'est soucié de me la poser. Une bonne question. Et est-ce que vous avez regardé les panneaux d'affichage dont je vous ai parlé? Il me semble. Oui. Oui. Votre rire est devenu beaucoup plus charmant. Vraiment. Beaucoup plus détendu. Pourquoi ne pas aller à l'école? Tous les jours, je vous vois en train de flâner. Va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers. SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seule. Je dessine à l'encre vide un désert. Et je cours, je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans l'eau laisse une trace, dont les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de verre, les messages luttent, mais les vagues les ramènent en pierre d'étoiles sur les rochers. Tous les cris, les SOS, tous les cris, les SOS, tous les cris, les SOS, tous les cris, les cris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. C'est alors que Clarisse disparut. Le limier, robot, dormait sans vraiment dormir, vivait sans vraiment vivre dans sa niche. Le clair de lune, découpé par la grande baie vitrée, se reflétait ici et là sur le laiton, le cuivre et l'acier du fauve, animé d'un léger frémissement. On aurait dit une énorme abeille, revenue de quelques champs au pollen violemment toxique, et qui maintenant, le corps saturé de ce nectar trop riche, en aurait cuvé la malignité. La nuit, quand les hommes trouvaient le temps long, ce qui leur arrivait quotidiennement, ils glissaient au bas du mât de cuivre, formaient les combinaisons du système olfactif du limier et lâchaient des rats. Dans la cour de la caserne, parfois des poulets, parfois des chats destinés de toute façon à la noyade, et des paris s'engageaient sur l'animal que le limier attraperait en premier. Les bêtes étaient lâchées. 3 secondes plus tard, la partie était jouée. Le chat, le rat ou le poulet restaient prisonniers des pattes qui se faisaient alors de velours, tandis qu'une aiguille d'acier creuse de 10 cm de long jaillissait de la trompe du limier pour y injecter des doses massives de morphine
et de procaïne. La victime était ensuite jetée dans l'incinérateur et une autre partie recommençait. Un soir, Montag se laissa glisser au bas du mât de cuivre, alluma une cigarette et se pencha sur le monstre. Le limier émit un grondement. Montag recula d'un pas, le limier s'avança lentement hors de sa niche. Montag empoigna le mât de cuivre qui réagit aussitôt et l'entraîna à travers le plafond. Montag! Il ne m'aime pas. Qui ça, le limier? Allons donc, il n'aime pas plus qu'il ne déteste. Il fonctionne, c'est tout. C'est l'exemple parfait pour cours de balistique. Il obéit à la trajectoire que nous lui fixons, suit la piste, atteint sa cible, revient de lui-même et se déconnecte. Il n'est fait que de fils de cuivre, de batterie et d'électricité. N'importe qui pourrait greffer une combinaison partielle sur la mémoire du limier. Ça expliquerait ce que le bestiau vient de faire. Il a réagi à mon approche. Mais qui irait faire une chose pareille? Vous n'avez pas d'ennemi ici, Montag. Pas que je sache. Je ne tiens pas à être sa prochaine victime. Vous n'avez pas la conscience tranquille? Je réfléchissais. Au feu de la semaine dernière, au type dont on a cramé la bibliothèque. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On l'a embarqué pour l'asile? Il n'était pas fou. Tout homme qui croit pouvoir berner le gouvernement et nous est un fou, Montag. J'essayais simplement de m'imaginer ce que ça ferait si des pompiers venaient brûler nos maisons. Est-ce que ça a toujours été comme ça? La caserne? Notre boulot? Tous regardaient Montag. Il resta de marbre. Le signal d'alarme retentit, la sonnerie du plafond résonnait obstinément. Soudain, il n'y eut plus que 4 chaises vides. Le mât de cuivre vibra. Les hommes étaient partis. C'était une maison de 2 étages, dans la partie la plus ancienne de la ville, lépreuse, vieille de plus d'1 siècle, mais qui, comme toutes les autres maisons, avait été pourvue d'une mince couche de plastique inifugée et ne semblait devoir qu'à cette enveloppe protectrice de tenir encore debout. Nous y voilà. Ils enfoncèrent la porte d'entrée et empoignèrent une femme qui pourtant ne courait pas, n'essayait pas de s'enfuir. Elle se tenait simplement debout, se balançant d'un pied sur l'autre, les yeux fixés dans le vide, face au mur, comme si on lui avait asséné un coup terrible sur la tête. Sa langue remuait dans sa bouche et l'on aurait dit que ses yeux essayaient de se rappeler quelque chose. Puis, la mémoire lui revint et sa langue se remit en mouvement. « Soyez un homme, maître Ridley. Nous allons en ce jour, par la grâce de Dieu, allumer en Angleterre une chandelle qui, j'en suis certaine, ne s'éteindra jamais. » Où sont-ils? Où sont-ils? Il la gifla avec un incroyable détachement et répéta sa question. Vous savez où ils sont, sinon vous ne seriez pas là. Très bien, les gars! Au boulot! Oh, Captain, my Captain, your fearful trip is done. To figure out whether every route the price was always won. The port is there, the man by here. The people, I'm so late. Why follow? I think that he killed the face of the who's playing got some rat? Oh, my head, my Captain, like moving, coming dead. Captain, Captain. En un clin d'œil, ils étaient en haut dans une obscurité qui empestait le moisi, abattant leurs haches argentées sur des portes qui n'étaient même pas fermées, s'engouffrant dans les brèches comme des gamins chahuteurs et criards. Quelle plaie! Jusque-là, ça n'avait jamais été plus compliqué que de moucher une chandelle. La police arrivait d'abord, bâillonnait la victime au ruban adhésif et l'embarquait, pieds et poings liés, dans ses coccinelles étincelantes, de sorte qu'en arrivant,
on trouvait une maison vide. On ne faisait de mal à personne. On ne faisait de mal qu'aux choses. Montag et des livres dégringolaient sur ses épaules, ses bras, son visage. Un volume lui atterrit dans les mains, presque docilement, comme un pigeon blanc, les ailes palpitantes. Dans la pénombre tremblotante, une page resta ouverte, comme une plume neigeuse sur laquelle des mots auraient été peints avec la plus extrême délicatesse. Dans la bousculade et l'effervescence générale, Montag n'eut que le temps d'en lire une ligne, mais elle flamboya dans son esprit durant la minute suivante, comme imprimée au fer rouge. Le temps s'est endormi dans le soleil de l'après-midi. La main de Montag se referma comme une bouche, écrasa le livre avec une ferveur sauvage et une frénésie proche de l'égarement contre sa poitrine. Il n'y était pour rien. C'était sa main qui avait tout fait. Sa main, de son propre chef, doué d'une conscience et d'une curiosité qui faisait trembler chacun de ses doigts, s'était transformée en voleuse. Stupéfait, il regarda cette main. De loin, comme s'il était hypermétrope. De près, comme s'il était aveugle. Montag, ne restez pas là, idiot! Pétrole! En route, la femme. Vous connaissez la loi. Qu'avez-vous fait de votre bon sens? Il n'y a pas deux de ces livres qui soient d'accord entre eux. Vous êtes restés enfermés des années en compagnie d'une fichue tour de Babel. Secouez-vous donc. Les gens qui sont dans ces bouquins n'ont jamais existé. Allez, suivez-nous, toute la maison va sauter. Vous n'allez pas la laisser ici? Elle ne veut pas venir. Alors emmenez-la de force! Il faut qu'on rentre à la caserne. Et puis ces fanatiques tentent régulièrement de se suicider. C'est le schéma classique. Venez avec moi. Non, merci quand même. Je compte jusqu'à 10. 1, 2, je vous en prie. 3, 4, venez. 5, 6, Vous 7. pouvez arrêter de compter. Elle déplia légèrement les doigts d'une main, et dans sa paume apparut un petit objet effilé, une simple allumette de cuisine. À sa vue, les hommes se ruaient hors de la maison. Le capitaine Beatty, conservant sa dignité, franchit lentement le seuil, à reculons. Allez-vous-en! La femme tendit le bras, les enveloppant tous de son mépris, et gratta l'allumette contre la balustrade. Qui est là? Qui veux-tu que ce soit? Eh bien, allume. Je n'ai pas envie d'allumer. Viens te coucher. Tu es sourd? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Eh bien, ne reste donc pas planté comme ça au milieu de la chambre. Milly, tu connais cette fille dont je t'ai parlé? Quelle fille? La fille d'à côté. Quelle fille d'à côté? Tu sais bien, l'étudiante, Clarisse, elle s'appelle. Ah oui. Je voulais te parler d'elle. Moi, j'ai passé une soirée épatante. À quoi faire? Au salon, Qu'est-ce qu'on donnait? des émissions. Quelles émissions? La meilleure. Avec qui? Tu sais bien toute la bande. Oui, la bande. Pourquoi tu fais ça? On l'a brûlée avec ses livres. Encore une chance que la moquette soit lavable. Milly, on a brûlé 1 millier de livres. On a brûlé une femme. Et alors? On a brûlé des livres de Dante, de Swift, de Marc Aurèle. C'était pas des extrémistes? Je ne les ai jamais lus. C'était des extrémistes. Tu ne te piqûres pas que je vais appeler le capitaine Beatty quand même? Mais il le faut. Je ne peux pas l'appeler, je ne veux pas lui dire que je suis malade. Pourquoi? Parce que tu as peur. Tu es un enfant qui simule et qui a peur d'appeler. Parce qu'au bout d'un moment, la conversation donnera ceci. Oui, capitaine Beatty, je me sens déjà mieux. Je serai là ce soir, à 10h. Tu n'es pas malade.
Qu'est-ce que tu dirais si je lâchais mon boulot pendant quelque temps? Tu veux tout abandonner? Après toutes ces années de travail? Simplement parce qu'une nuit, je ne sais quelle femme et ses livres... Si tu l'avais vu, Milly, il doit y avoir des choses dans les livres. Des choses que nous ne pouvons pas imaginer. On n'agit pas comme ça pour rien. C'était une simple d'esprit. Elle avait sa raison autant que toi et moi, plus peut-être, et on l'a brûlée. Tu aurais dû réfléchir à ça avant de devenir pompier. Laisse-moi tranquille. Je n'ai rien fait. Te laisser tranquille. Très bien. Mais comment je fais pour me laisser tranquille? Nous n'avons pas besoin qu'on nous laisse tranquille. Nous avons besoin de vrais tourments de temps en temps. Ça fait combien de temps que tu ne t'es pas vraiment tourmenté pour quelque chose d'important, Milly? Tu as gagné. Devant la maison, regarde qui est là. Le capitaine Beatty. Le capitaine Beatty. Fais-le rentrer, veux-tu? Dis-lui que je suis malade. Une idée que j'ai eue comme ça, de passer voir comment allait le malade. Comment avez-vous deviné? Oh, je connais la musique, Montag. Vous alliez m'appeler pour me demander la nuit. Alors? Quand pensez-vous aller mieux? Demain? Après-demain? Début de semaine prochaine. Tôt ou tard, tout pompier en passe par là. Tout ce qu'il faut alors, c'est comprendre le fonctionnement de la mécanique. Connaître l'historique de notre profession. Quand est-ce que tout ça a commencé? Vous m'avez demandé, hein? Ce boulot qu'on fait, comment c'est venu? Le fait est que les pompiers n'ont pris de l'importance qu'avec l'apparition de la photographie, du cinéma, de la radio, puis de la télévision. On a commencé à avoir là des phénomènes de masse. Et parce que c'était des phénomènes de masse, ils se sont simplifiés. Autrefois, les livres n'intéressaient que quelques personnes, ici et là, un peu partout. Elles pouvaient se permettre d'être différentes. Le monde était vaste. Mais le voilà qu'il se remplit d'yeux, de bouches, de coudes. La population s'est mise à doubler, tripler, quadrupler. Le cinéma, la radio, les magazines et les livres se sont alors nivelés par le bas, normalisés en une vaste soupe. Les classiques ramenés à des émissions radio d'un quart d'heure, puis coupés de nouveau pour tenir en un compte-rendu de 2 minutes, avant de finir en un résumé de 10 à 12 lignes, condensé de condensé, condensé de condensé de condensé. On vit dans l'immédiat. Vous me suivez? Ah oui. Seul le travail compte. Et plus vaste est le marché, Montag, moins vous tenez aux controverses. Souvenez-vous de cela. Souvenez-vous de toutes les minorités. N'allez surtout pas marcher sur les pieds des amis des chiens, des amis des chats, des avocats, des docteurs, des patrons, des commerçants, des mormons, des Chinois de seconde génération, des Texans, des Italiens, des Allemands, des Suédois, des habitants de Brooklyn. Auteurs pleins de pensées mauvaises. Bloquez vos machines à écrire. Ils l'ont fait. Et voilà, Montag. Tout ça n'est pas venu d'en haut. Il n'y a pas eu de décret, de déclaration, de censure au départ, non. La technologie, l'exploitation de la masse, la pression des minorités. Et le tour était joué. Posez-vous la question. Qu'est-ce que nous désirons par-dessus tout dans ce pays? Les gens veulent être heureux, non? Eh bien, ne le sont-ils pas? Ne veillons-nous pas à ce qu'ils soient toujours en mouvement, à ce qu'ils aient des distractions? Nous ne vivons que pour cela, pour le plaisir, pour l'excitation. Et vous devez admettre que notre culture fournit tout cela à foison. Donc, si vous ne voulez pas qu'un homme se rende malheureux avec la politique, n'allez pas lui casser la tête en lui proposant 2 points de vue sur une question. Proposez-lui un seul. Ou mieux encore, ne lui en proposez aucun. Proposez des concours où l'on gagne en se souvenant des paroles de quelques chansons populaires ou du nom de la capitale de tel ou tel état. Bourrez les gens de données incombustibles. Gorgez-les de faits, qu'ils se sentent gavés, mais absolument brillants côté information. Ils auront alors l'impression de penser. Ils auront le sentiment du mouvement tout en faisant du surplace. Et ils seront heureux, Montag, car de tels faits ne changent pas.
Oui, mais les pompiers dans tout ça. Rien de plus simple, ni de plus naturel à expliquer. Les Noirs n'aiment pas Little Black Sambo. Brûlons-le. La case de l'oncle Tom met les Blancs mal à l'aise. Brûlons-le. Quelqu'un écrit un livre sur le tabac et le cancer des poumons, les fumeurs pleurnichent. Brûlons le livre. La paix, Montag. La sérénité, Montag. À la porte, les querelles. Ou mieux encore, dans l'incinérateur. Un livre est un fusil chargé dans la maison d'à côté. Brûlons-le. Déchargeons l'arme. La protection de la paix de l'esprit, Montag. Juge, censeur et bourreau officiel. Voilà ce que vous êtes, Montag, et voilà ce que je suis. Et maintenant que se passe-t-il si un pompier, par accident, sans intention vraiment précise, ramène un bouquin chez lui? Erreur bien naturelle. Simple curiosité. On ne va pas s'inquiéter outre mesure ni en faire tout un plat. On laisse le pompier garder le livre 24 heures. Si passé ce délai, il ne l'a pas brûlé, on vient simplement le brûler pour lui. Bien entendu. On a une chance de vous voir ce soir, Montag? Je ne sais pas. Je viendrai plus tard, peut-être. Sûr que vous nous manquerez, si vous ne vous pointez pas. D'ici, est-ce que je n'aille pas travailler ce soir, ni demain, que je ne remette plus jamais les pieds à la caserne, il n'y a qu'un pas. Mais tu vas quand même aller travailler ce soir, hein? Je n'ai rien décidé. Pour l'instant, j'ai une envie de tout casser, de tout foutre en l'air. Prends la coccinelle. Les clés sont sur la table de nuit. J'apprécie toujours de rouler à toute allure quand je me sens comme ça. Tu pousses à 150 et ça va beaucoup mieux. La campagne, c'est l'éclate. On écrase des lapins, parfois des chiens. Non merci, pas cette fois. Je n'ai pas envie. Je suis dans une rage folle. Je vais faire quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, mais ça va faire du bruit. Bon, j'en ai assez d'écouter ces bêtises. Milly, cette maison est autant à toi qu'à moi. C'est la moindre des choses que je te prévienne maintenant. J'aurais dû te prévenir plus tôt, mais je n'arrivais pas à me l'avouer à moi-même. Je veux te montrer quelque chose. Quelque chose que j'ai mis de côté. Et caché. Pendant 1 an. De temps en temps, à l'occasion, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai fait. Et je ne t'en ai jamais parlé. Je suis désolé, je n'ai pas véritablement réfléchi, mais... Je crois que nous sommes dans le bain tous les deux à présent. Non, Milly, non, arrête, arrête, tu ne sais pas, arrête. Écoute-moi, accorde-moi 1 seconde, veux-tu? Nous n'y pouvons rien. On ne peut pas brûler ces livres. Je vais y jeter un œil, au moins 1 fois. Ensuite, si ce que dit le capitaine est vrai, on les brûlera ensemble. Crois-moi, on les brûlera ensemble. Il faut que tu m'aides. Je ne t'ai pas demandé grand-chose pendant toutes ces années, mais je le te demande maintenant, je t'en supplie. Il nous faut un point de départ pour découvrir ce qui nous a conduit à un tel désastre. Toi et tes comprimés le soir, et ta voiture, et moi et mon boulot. On va droit vers le gouffre, Milly. J'ai tellement besoin de toi en ce moment. Tu peux pas savoir. Si tu m'aimes un tant soit peu, tu supporteras ça 24 heures. 48 heures. Je t'en demande pas plus. Après, ce sera fini. Et s'il y a quelque chose là-dedans, rien qu'une petite chose à tirer de tout ce gâchis, peut-être qu'on pourra le communiquer à quelqu'un d'autre. Il va rentrer et nous brûler avec les livres. On a calculé que 11 000 personnes ont bien des fois préféré souffrir la mort plutôt que de se résoudre à casser les œufs par le petit bout. Qu'est-ce que ça veut dire? De nombreux livres ont Ça été ne veut rien dire écrits du tout. à ce sujet. Mais capitaine Pété, on a raison! Attends, on va recommencer.
en partant du début. Le monde meurt de faim. Mais nous mangeons à satiété. Est-ce pour cette raison qu'on nous hait tellement? Peut-être que les livres peuvent nous sortir un peu de cette caverne qui nous empêche de commettre les mêmes erreurs insensées. Ces pauvres crétins dans ton salon, Millie, je ne les entends jamais en parler. Bon sang, tu ne te rends pas compte, hein? 1 heure par jour, 2 heures avec ces bouquins, et peut-être... Un instant, il ferma les yeux. Mais oui, bien sûr. Une fois de plus, il se surprit à songer au parc verdoyant 1 an plus tôt. Cette pensée l'avait souvent accompagné ces derniers temps. Mais voilà qu'il se souvenait clairement de cette journée dans le jardin public, du geste vif de ce vieil homme vêtu de noir pour cacher quelque chose sous son manteau. Montag gagna son coin bureau dans la chambre. Il compulsa son classeur jusqu'à l'en-tête futures enquêtes. Le nom de Faber était là. Il ne l'avait jamais ni effacé, ni signalé. Il forma le numéro sur un appareil auxiliaire. Le téléphone à l'autre bout de la ligne sonna 12 de fois. Monsieur Faber. Oui. Professeur Faber. Oui. Qui Montag? Monsieur Montag. Professeur, j'ai une question un peu bizarre à vous poser. Combien reste-t-il d'exemplaires de la Bible dans notre pays? J'ignore de quoi vous parlez. Je veux seulement savoir s'il en reste un exemplaire. C'est une espèce de piège que vous me tendez là. Je ne peux pas parler comme ça à n'importe qui au téléphone. Combien d'exemplaires de Shakespeare? Et de Platon? Aucun. Vous le savez aussi bien que moi. Aucun. Aucun. Il le savait, bien sûr, d'après les listes de la caserne. Mais il avait voulu en quelque sorte l'entendre de la bouche même de Faber. Millie? Quoi? Millie! Voici l'Ancien et le Nouveau Testament. Tu ne peux pas mettre ça! Peut-être le dernier exemplaire dans cette partie du monde. Il faut que tu rentres ce soir, tu sais bien. Le capitaine Beatty, c'est que tu l'as, non? Je ne crois pas qu'il sache quel livre j'ai volé. Mais lequel choisir en remplacement? Est-ce que je rapporte Jefferson? Thoreau? Lequel est le moins précieux? Si j'opte pour un livre et que Beatty sait lequel j'ai volé, il va avoir l'impression qu'on a ici toute une bibliothèque. Tu vois ce que tu es en train de faire? Tu vas causer notre perte. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Moi ou cette Bible? Il n'y a qu'une chose à faire.
Avant de rendre ce livre ce soir à Pity, il faut que je le fasse photocopier. Tu seras là pour voir le clown blanc avec toutes mes copines ce soir? Millie? 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 Quoi? Ce clown blanc, est-ce qu'il t'aime? Est-ce que ton émission t'aime? T'aime vraiment? T'aime de tout son cœur et de toute son âme, Millie? Et voilà une question idiote. Il en aurait pleuré. Mais rien ne sortit de ses yeux, ni de sa bouche. Il hésita, puis il sortit et claqua la porte. Qui est-ce? Qui Montag? Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi entrer. Je n'ai rien fait de mal. Je suis tout seul, bon sang. Vous me le jurez? Je jure. La porte s'ouvrit lentement. Faber glissa un œil dans l'entrebâillement. Il avait l'air très vieux dans la lumière, très fragile et très effrayé. On aurait dit que le vieillard n'était pas sorti de chez lui depuis des lustres. Il présentait une ressemblance frappante avec les murs de plâtre blanc de sa maison. Puis, son regard tomba sur le livre que Montag tenait sous le bras. Et il parut aussitôt moins vieux et moins fragile. Lentement, sa peur le quitta. Excusez-moi, on est obligé d'être prudent. C'est donc vrai. Ce livre, où? Je l'ai volé. Vous êtes courageux. Non. Ma femme est en train de mourir. Une de mes amies est déjà morte. Vous êtes la seule de mes connaissances qui puisse m'aider. Vous permettez? Il y a tellement longtemps. Je ne suis pas croyant, mais il y a tellement longtemps. Savez-vous que les livres sentent la muscade? J'aimais les sentir lorsque j'étais enfant. Seigneur, il y avait des tas de jolis livres autrefois, avant que nous les laissions disparaître. Monsieur Montag, c'est un lâche que vous avez en face de vous. J'ai vu où on allait il y a longtemps de ça, et je n'ai rien dit. Et lorsqu'en fin de compte, les autodafés de livres ont été institutionnalisés et les pompiers reconvertis, j'ai râlé 2 ou 3 fois. Et je me suis tue, car il n'y avait alors plus personne pour contester avec moi. Bon, et si vous me disiez ce qui vous amène? Personne n'écoute. Je ne peux pas parler au mur. Il me hurle après. Je ne peux pas parler à ma femme. Elle écoute les murs. Je veux simplement quelqu'un qui écoute ce que j'ai à dire. On a tout ce qu'il faut pour être heureux, mais on ne l'est pas. Il manque quelque chose. J'ai regardé autour de moi. La seule chose dont je tenais la disparition pour certaines, c'était les livres que j'avais brûlés en 10 ans. J'ai donc pensé que les livres pouvaient être de quelque secours. Ce serait drôle si ce n'était pas si grave. Ce ne sont pas des livres dont vous avez besoin, mais de ce qu'il y avait autrefois dans les livres, de ce qu'il pourrait y avoir aujourd'hui dans les émissions qui hantent nos salons. Télévision et radio pourraient transmettre la même profusion de détails et de savoir, mais ce n'est pas le cas. Non, ce ne sont nullement les livres que vous recherchez. Cela, prenez-le où vous pouvez le trouver, dans les vieux disques, les vieux films, les vieux amis. Cherchez-le dans la nature et en vous-même. Les livres n'étaient qu'un des nombreux types de réceptacles destinés à conserver ce que nous avions peur d'oublier. Il n'y a de magie que dans ce qu'ils disent, dans la façon dont ils cousent les pièces et les morceaux de l'univers pour nous en faire un vêtement. Je peux trouver des livres. C'est risqué. Cet après-midi, je me suis dit que si les livres avaient vraiment de la valeur, on pourrait peut-être dénicher une presse et en réimprimer quelques-uns. Vous et moi. Non, ce serait dérisoire. Les gens ont d'eux-mêmes cessé de lire.
Rentrez chez vous, Montag. Allez vous coucher. Donc, vous ne voulez pas m'aider? Bonsoir. Aimeriez-vous posséder ce livre? Je donnerai mon bras droit pour l'avoir. Qu'est-ce que vous faites? Cécile? Non. Non. Qui peut m'arrêter? Je suis pompier, je peux vous brûler. Vous ne feriez pas ça. Je pourrais. Le livre, arrêtez de le déchirer. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai besoin d'apprendre de vous. D'accord, Montag. Venez. Faber ouvrit la porte de la chambre et fit entrer Montag dans une petite pièce où se dressait une table chargée d'outils, de tout un fouillis de fils microscopiques, minuscules rouleaux, bobines et cristaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a tellement d'années que je vis seule. Les petits bricolages électroniques et la radiodiffusion sont devenus mon obsession. Cet appareil, Montag, est prêt depuis des mois, mais j'ai failli vous laisser partir, tellement j'ai peur. On dirait un coquillage radio. Et plus encore, celui-ci écoute. Si vous le placez dans votre oreille, Montag, je peux rester tranquillement assis chez moi, écouter, analyser l'univers des pompiers, découvrir ses points faibles, sans courir le moindre danger. Je suis la reine des abeilles, en sécurité dans la ruche. Vous serez l'ouvrière, l'oreille voyageuse. Montag, vous m'entendez? Je vous entends. Je vous reçois parfaitement, moi aussi. Allez à la caserne à l'heure fixée. Nous écouterons ensemble ce capitaine Beatty. Il pourrait être des nôtres, qui sait. Me voilà à vous expédier dans la nuit, en train de guetter votre arrêt de mort. Chacun fait ce qu'il peut. Tenez, je tâcherai de rendre un autre livre à la place ce soir. Bonsoir, professeur. Non, pas bonsoir. Je ne vous quitterai pas. La porte s'ouvrit et se referma. Montag se retrouva dans la rue sombre, à contempler le monde. Cette nuit-là, on sentait la guerre imminente dans le ciel. Tiens! Voilà que nous arrive un drôle d'animal. Dans toutes les langues, on appelle ça un idiot. Ça y est, la crise est passée, la brebis est de retour au bercail. Nous sommes tous des brebis à qui il est arrivé de s'égarer, mais la vérité est la vérité en fin de compte. Avons-nous tous crié? Qu'est-ce que ça donne dans votre cas? Ça vous a transformé momentanément en ivrogne. Lisez quelques lignes, c'est la chute dans le vide. Boum! Vous êtes prêts à faire sauter le monde, à trancher des têtes, à déquiller femmes et enfants, à détruire l'autorité. Je sais, je suis passé par là, Montag. Je ne vous cherche pas d'ennui, je vous assure. Aucun homme sensé ne lâchera une certitude pour une incertitude. Restez pompier, Montag. Tout le reste n'est que désolation et chaos. Montag ouvrit la bouche pour répondre, mais fut sauvé par l'alarme. À l'autre bout de la pièce, le téléscripteur enregistrait l'adresse signalée. Le capitaine Beatty se dirigea vers l'appareil, arracha le papier, y jeta un coup d'œil et le fourra dans sa poche. Ça va aller, Montag? J'aime bien votre air affolé. Et comment que ça va aller? Cette fois, c'est un cas à part. Allez, du nerf. C'est parti pour que le monde reste heureux. Troisième partie, l'éclat des flammes. Nous voilà arrivés devant chez toi, Montag. Eh bien, il y a quelque chose qui te chiffonne. Tu as gagné. Notre bon vieux Montag a voulu voler près du soleil. Et maintenant qu'il s'est brûlé les ailes, il se demande comment tout ça est arrivé. Ne me serais-je pas bien fait comprendre quand je suis venu chez toi l'autre soir? Tu t'es fait avoir par cette petite conne de McClellan. Oh, j'ai mis dans le mille, tu devrais voir ta tête. Oh, la rosée dans l'herbe le matin, le visage dans la lune. Mais quelle blague! Tu te
te crois capable de marcher sur l'eau avec tes bouquins? Mais vois où ils t'ont mené, dans la merde, jusqu'au bout, que je la remue du petit doigt. Et tu te noies, Montag. Je veux que tu fasses ce boulot tout seul, pas avec une allumette, mais au lance-flamme, morceau par morceau. C'est ta maison, à toi de faire le ménage. Qu'est-ce que le feu a de si beau? Qu'est-ce qui nous attire en lui, quel que soit notre âge? Les savants nous servent un charabia où il est question de friction et de molécules, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'il en est. Sa vraie beauté réside dans le fait qu'il détruit la responsabilité et les conséquences. Un problème devient trop encombrant, hop, dans la chaudière. Tu es devenu encombrant, Montagre. Et le feu va soulager mes épaules de ton poids. Vite fait, bien fait, pas de pourrissement à craindre. C'est ça le feu. Antiseptique, esthétique, pratique. Quand tu auras fini, considère-toi en état d'arrestation. Montag libéra le cran de sûreté du lance-flamme et le pointa sur le capitaine Beatty. Et voilà un bon moyen de s'assurer un public, Montag, hein? Allez, sors-nous ton petit laïus. Qu'est-ce que ce sera cette fois, hein? Pourquoi ne pas me sortir du Shakespeare, pauvre snobinard d'opérette? There's no terror in your threats, Cassius, cause I'm armed with so much honesty that it passes by me like an idle wind that I don't respect now. Hein? Qu'est-ce que tu en dis? Hein? Vas-y, littérateur d'occasion, presse la détente. Nous n'avons jamais brûlé ce qu'il fallait. Puis, le capitaine Beatty ne fut plus qu'une torche hurlante, un pantin désarticulé, gesticulant et bafouillant, sans plus rien d'humain ni de reconnaissable, une masse de flammes qui se tordait sur la pelouse, tandis que Montag continuait de l'arroser de feu liquide. Beatty se contorsionnait interminablement. Enfin, il se recroquevilla comme une poupée de cire carbonisée, s'immobilisa, et le silence se fit. Montag s'éloigna de la maison à toutes jambes. En direction du fleuve, il se mit à courir. Il sentait le limier qui approchait, comme l'automne, froid, sec et vif. Le limier ne touchait pas le monde. Il transportait son silence avec lui. Un silence dont on percevait le poids derrière soi sur toute la ville. Montag sentait ce poids augmenter. Il s'arrêta pour reprendre haleine. Le temps de regarder par les fenêtres faiblement éclairées des maisons éveillées et vit les silhouettes des habitants en train de regarder les murs de leur salon. Et là, sur ces murs, le limier robot qui galopait sur ses pattes d'araignée. Les hélicoptères approchaient et Montag dut faire un effort pour se rappeler que ceci n'était pas un feuilleton, c'était sa propre partie d'échecs à laquelle il assistait. Il poussa un cri pour se donner le courage de s'arracher à la fenêtre de la dernière maison, au spectacle fascinant qui se déroulait à l'intérieur, et il vissa le radio-coquillage sur ses oreilles. La police invite toute la population à procéder comme suit. Que dans chaque rue, chaque habitant de chaque maison ouvre sa porte ou se mette à la fenêtre. Le fugitif ne peut pas s'échapper. Évidemment! Comment n'y avait-il pas pensé plus tôt? Tout le monde debout! Tout le monde dehors! Le seul individu à courir dans la ville plongée dans la nuit. On ne pouvait pas le rater. Nous allons compter jusqu'à 10.
Il sentit la cité qui se dressait. Les gens avançaient comme des somnambules dans leurs couloirs. Ils chantaient leurs mains sur les poignées de porte. L'odeur du fleuve était fraîche, telle une pluie compacte. Il avait la gorge en feu et ses yeux étaient desséchés par la course. Les poignées de 5000 portes tournaient. Il dépassa la dernière rangée de maisons, dévala une pente qui plongeait vers une masse noire en mouvement. Mais il avait atteint le fleuve. Montag s'avança dans l'eau jusqu'à ce qu'il n'ait plus pied. Et il se laissa emporter dans le noir. Le fleuve était une réalité palpable. Le courant était faible. Et l'emportait paresseusement loin de cette population qui se nourrissait d'ombre, lui laissant enfin le temps, le loisir de considérer le mois écoulé, l'année et toutes celles qui composaient sa vie. Il écouta les battements de plus en plus lents de son cœur, à l'instar de son sang. Ses pensées cessèrent d'affluer précipitamment. Il vit la lune, basse sur l'horizon, et il se demanda d'où venait la lumière de la lune. Du soleil, évidemment. Le soleil brûlait chaque jour, il brûlait le temps. Le monde était lancé sur son cercle, tournait sur son axe, et le temps s'employait à brûler les années et les hommes sans aucune aide de leur part. Le monde était plein d'incendies de toutes sortes. Il fallait que quelqu'un s'attache à sauvegarder l'acquis, d'une manière ou d'une autre, dans les livres, dans les enregistrements, dans la tête des gens, par tous les moyens, à l'abri des mythes, des poissons d'argent, de la pourriture sèche et des porteurs d'allumettes. Il sentit son talon heurter le fond, toucher des cailloux, racler du sable. Le courant l'avait poussé vers la rive. Il s'arracha au fleuve. Des milliards et des milliards de feuilles devaient joncher le sol. Il se mit à patauger au milieu de cette rivière sèche qui sentait le clou de girofle et la poussière chaude. Il s'avança pour respirer. Il n'était plus vide. Il y avait ici largement de quoi le remplir. Il repartit en trébuchant dans la nappe de feuilles. Et au milieu de ce monde étrange, son pied heurta un obstacle qui rendit un bruit mat. La voie ferrée. Il s'y engagea et fut surpris de voir à quel point il était certain d'un fait unique dont il lui était impossible d'avoir la preuve. Un jour, autrefois, Clarisse avait marché là où il était en train de marcher. Une demi-heure plus tard, transi, alors qu'il suivait prudemment les rails, pleinement conscient de la totalité de son corps, le visage, la bouche, les yeux saturés d'obscurité, les oreilles de son, les jambes irritées par la bardane et les chardons, il aperçut un feu, droit devant lui. Il lui fallut un bon quart d'heure pour se retrouver vraiment à proximité des flammes. Puis, il resta là à observer depuis le couvert. C'était un feu étrange, parce qu'il prenait pour lui une signification différente. Il ne brûlait pas, il réchauffait. Jamais il n'avait pensé que le feu pouvait tout aussi bien donner que prendre. Même son odeur était différente. Il vit des mains tendues vers sa chaleur, et au-dessus des mains, des visages immobiles qu'animait seulement la lueur dansante des flammes. Un des hommes leva les yeux, le vit, et une voix lui lança « Allez, tout va bien. Vous pouvez vous montrer maintenant. » Montag s'approcha lentement du feu et des hommes assis autour. Il ne savait pas quoi leur dire. « Approchez-vous. Un peu de café ?» Il regarda le liquide noir et fumant couler dans une tasse en fer blanc qui lui fut immédiatement tendue. Il se mit à boire à petites gorgées prudentes et sentit qu'on le regardait avec curiosité. Il se brûlait les lèvres, mais c'était un délice. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, Montag. Vous connaissez mon nom? Nous avons assisté à la chasse. On a pensé que vous étiez dans le fleuve, alors on ne s'est pas caché comme on le fait d'habitude. Puis les hélicoptères ont obliqué vers la ville. Il y a quelque chose de bizarre. La chasse continue, mais du côté opposé. C'est de la poudre aux yeux. Vous les avez semés au bord du fleuve, ils n'arrivent pas à l'admettre. Ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir le public en haleine plus longtemps. Le spectacle doit courir vers sa conclusion. S'ils se mettaient à passer ce maudit fleuve au peigne fin, ça risquerait de leur prendre toute la nuit. Alors ils vont dénicher un bouc émissaire pour finir en beauté, et ils ne montreront pas nettement son visage. Même vos meilleurs amis ne pourront affirmer que c'était vous.
Ils brouilleront l'image juste ce qu'il faut pour laisser l'imagination prendre le relais. Bienvenue à l'homme revenu d'entre les morts. Autant faire connaissance à présent. Je tiens à vous présenter Jonathan Swift, l'auteur de cet ouvrage politique si néfaste, Les Voyages de Gulliver. Et voici William Shakespeare. Albert Einstein. Connaissez-vous Marc Aurèle, Montag? Voici Marc Aurèle. Vous plairait-il de lire un jour La République de Platon, Montag? Bien sûr. Je suis la République. Nous sommes tous là. Aristophane, Le Mahatma Gandhi, Gautama, Bouddha, Confucius, Jefferson, Lincoln. nous sommes aussi Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce n'est pas possible. Mais si. Nous aussi. Nous sommes des brûleurs de livres. Nous lisons les livres et les brûlons de peur qu'on les découvre. Le mieux est de tout garder dans nos petites têtes, où personne ne peut voir ni soupçonner ce qui s'y trouve. nous sommes tous des morceaux d'histoire, de littérature et de droit international. Notre seul désir est de préserver le savoir. pour l'instant, nous ne cherchons pas à provoquer, ni à exhorter la colère. Il nous arrive d'être arrêtés et fouillés, mais nous n'avons rien sur nous qui puisse nous incriminer. Notre organisation est souple, très vague et fragmentaire. Nous constituons la petite minorité qui crie dans le désert. Quand la guerre sera finie, peut-être serons-nous de quelque utilité en ce monde. Dans le cas contraire, il ne nous restera plus qu'à attendre. Nous transmettrons les livres à nos enfants, oralement, et les laisserons rendre ce service aux autres à leur tour. Beaucoup de choses seront perdues naturellement. Mais on ne peut pas forcer les gens à écouter. Combien êtes-vous en tout? Des milliers, sur les routes, les voies ferrées désaffectées, clochards au dehors, bibliothèques au dedans. Rien n'a été prémédité. Chacun avait un livre dont il voulait se souvenir, et il y a réussi. Et un jour, le moment viendra où l'on pourra réécrire les livres. Les gens seront convoqués un par un pour réciter ce qu'ils savent. Et on composera tout ça pour le faire imprimer jusqu'à ce que survienne un nouvel âge des ténèbres qui nous obligera peut-être à tout reprendre à zéro. Pourquoi me faites-vous confiance? Ne jugez pas un livre d'après sa couverture.